à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de présentation des résultats de Arade Capital pour l'année 2021. C'est notre deuxième année de présentation de résultats et on continue la tradition de la faire online. Je vous souhaite tous la bienvenue. Comme vous le savez, on a publié ce matin les résultats. Je suis accompagné de mes collègues et de Arade Capital et de RIM Partners. Nous avons Hortense Rafir qui nous rejoint de RIM Partners. Bonjour. Hakim Benzakour, le secrétaire général d'Arade Capital aussi qui est avec nous. À ma droite, M. Amari Yacoubi, qui est directeur général en charge des opérations pour Arade Capital. Bonjour. Et aussi M. Ben Smaïl qui accompagne la société de gestion RIM Partners avec nous. Avant peut-être d'aller dans les éléments chiffrés, peut-être je voulais vous donner un petit overview général, mais juste quelques éléments de housekeeping. Comme vous le savez, vous pouvez poser vos questions sur Investor Relations, l'email directement, investorrelations@rimpartners.com ou bien sur le chat. Je sais qu'on a déjà reçu quelques questions à l'avance aussi, donc on va pouvoir avoir une partie consacrée aux questions tout à l'heure. On va essayer de faire la présentation au plus vite possible et comme ça on passe aux questions. Une année riche 2021, ce n'est pas la peine, je pense, qu'on revienne sur les aspects de pandémie ou sur on va dire les événements que vous connaissez tous, peut-être juste se focaliser sur comment est-ce que ces événements-là nous ont impactés. Je voudrais juste m'arrêter un petit moment aussi au passage pour remercier nos partenaires et nos collaborateurs pour un excellent travail qu'ils ont fait parce que ça n'a pas été non plus une année facile. 2020 a été difficile et 2021 aussi en termes de couvre-feu, de mesures sanitaires, bien entendu, une partie fermeture des frontières, des impacts très importants qui ont été bien entendu vécus pendant cette année. Donc je remercie toutes et tous ceux qui nous ont aidés et qui participaient un peu aux performances que nous avons eues cette année. Une année avec des performances bien supérieures à celles que nous avions eues en 2020 et qui rejoignent un peu la tendance que nous avions pré-crise en 2019. Une année où, en termes de prévisionnel, je pense que nous avons aussi surperformé ce que nous avions prévu lors de l'IPO qui ne date pas bien entendu d'il y a longtemps. Cela démontre un peu la résilience du business model et la qualité de nos partenariats. Deux transactions majeures cette année aussi qui ont marqué, on va dire, notre croissance. Une transaction sur les organismes de placement commun, collectifs en immobilier, les OPCI. Donc ça, c'est une transaction qu'on a déjà longuement discuté avec le marché pendant les résultats semestriels, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus. Et une deuxième transaction avec nos partenaires du groupe Acdital Holding et dans la santé. Et là encore, un tournant stratégique pour nous et pour nos partenaires, et je vais en parler un peu plus dans le détail tout à l'heure. Tout ça rentre bien entendu dans notre stratégie de diversification des revenus de la foncière et aussi un travail qui a été fait cette année pour définir le cadre global de la stratégie environnementale et sociale, et je suis vraiment fier du travail qui a été réalisé avec nos administrateurs, les équipes et aussi nos partenaires qui ont beaucoup participé pour définir le cadre général. On en parlera un peu plus dans les slides qui viennent. Donc, je passe rapidement la parole à Hortense Rafir pour entrer un peu dans quelques éléments de résultats. Donc, merci Naoufel. Donc en effet, c'est une année riche en réalisations 2021 et ce, donc malgré un contexte toujours marqué par la crise sanitaire du Covid. Nous allons vous montrer ci-après les indicateurs de business et les indicateurs financiers qui montrent leur performance, ce qui traduit du coup la résilience du business model de Arade Capital.
Toute cette année, nous avons également poursuivi, comme depuis 2015, une politique d'investissement dynamique avec 2 grosses transactions. Donc, revenons sur les principaux indicateurs d'activité. Donc, on a un chiffre d'affaires qui s'élève à 421 millions de dirhams en 2021, ce qui représente une augmentation de plus 55% par rapport à 2020 et qui se traduit par une augmentation de 155 millions de dirhams. Très rapidement, parce qu'on reviendra après sur les états financiers avec mes collègues, mais 60% de cette hausse est réalisée par le nouveau périmètre et 40% de cette hausse est réalisée par le like-for-like, donc c'est le périmètre constant. Donc, par rapport à 2019, qui est également une année de référence, puisque c'est une année pré-crise, le chiffre d'affaires est toujours en hausse de plus 46%, et on reviendra également dessus dans la suite de la présentation. La fréquentation, c'est un indicateur qu'on suit de près. Donc, cette année, nous n'avons pas eu de fermeture administrative de nos sites, comparé à 2020 où, rappelons-le, on avait une fermeture partielle de nos actifs pendant près de 3 mois pour les activités considérées comme non essentielles. Donc 2021, pas de fermeture, mais par contre des restrictions d'activité qui ont toujours été en vigueur, puisqu'il y a eu une partie de l'année qui a été marquée par des couvre-feux à 20h qui n'a pas permis aux actifs de fonctionner à plein régime. Et malgré ce contexte, nous avons un nombre de visites qui atteint 40 millions cette année, contre 31 millions en 2020. Et si on se focalise plus sur les centres commerciaux et les galeries commerciales, notre taux de fréquentation a atteint cette année 85% en moyenne par rapport à 2019, donc l'activité pré-crise. Ce qui montre, et cette progression, ça a été graduel tout au long de l'année, ce qui montre bien que les gens reviennent dans les actifs, ont un besoin de connexion, ont besoin d'échanges, et également se sont montrés aussi rassurés par le protocole sanitaire en vigueur qui a été mis en place dans nos actifs pour attirer et rassurer nos clients, nos locataires et nos visiteurs. Dynamique commerciale, donc un niveau de commercialisation assez élevé puisqu'on a le même niveau de commercialisation que 2020, ce qui se traduit par un taux d'occupation qui frôle les 100%, on a 97%, soit 4 points de plus que 2020. Financement, rapidement, donc une levée de fonds de 500 millions de dirhams cette année, en novembre 2020, par placement privé, un emprunt obligataire. Donc une année également marquée par des belles réalisations au niveau de la stratégie de croissance et de diversification. Donc comme on le disait tout précédemment, un premier investissement en mars sur le marché des OPCI avec l'acquisition des actions de Cléopierre SPI RFA qui a représenté un investissement de 557 millions de dirhams. Pour rappel, il s'agit du portefeuille d'agences bancaires acquis auprès de la BMCI et loué à la BMCI à 100%. Une deuxième transaction, donc là sur le secteur de la santé, donc c'est un secteur que nous regardions depuis longtemps. C'est également une première puisque c'est une joint venture pour Aradé Capital, puisqu'il s'agit d'une prise de participation majoritaire de 51% au sein de Agdita Limo, aux côtés de 2 opérateurs de renom, Agdita Holding, donc l'opérateur clé sur le secteur de la santé au Maroc, et BFO Partners. Cette transaction a été closée début janvier. Enfin, le dernier axe de diversification, les bureaux. Donc, c'est également la construction en 2021 de la première tour de bureau de Aradé Capital à Casablanca. Et c'est également une autre première pour Aradé Capital puisque c'est le premier building certifié EDGE de notre portefeuille, mais c'est également le premier building certifié EDGE au Maroc pour sa construction. Merci Hortense. Alors, dans la même continuité, nous avons ici quelques indicateurs clés. Pour avoir une vue globale du portefeuille, mais aussi son évolution par rapport à l'année précédente. Donc, pour rappel, Aradé Capital, c'est 30 actifs, un OPCI aujourd'hui qui apporte son lot de 103 agences bancaires, Cléopierre. Nous dépassons aujourd'hui les 380 000 m² de GLA, ce qui représente une progression de 36 000 m² supplémentaires par rapport à l'année précédente. En parallèle, le maillage géographique s'est aussi amélioré. Nous couvrons aujourd'hui 22 villes du royaume comparé à une quinzaine l'année précédente. Et surtout, à travers la consolidation des fondamentaux des actifs et des partenariats que tu as soulevé aussi, Hortense, et à travers les efforts des équipes commerciales, les équipes locales et des équipes de gestion locative, le taux d'occupation s'est amélioré en 2021 à 97% comparé à 93% en 2020. Et le taux de recouvrement, lui, s'est maintenu à 95%, ce qui, pour une année de continuité de crise sanitaire, est très honorable. Aussi, le taux d'endettement de la foncière, 36%, reste largement en dessous des guidelines internes des limites d'endettement, qui sont à 60%.
et à des niveaux qui sont inférieurs à ceux des foncières internationales. Alors, l'ensemble de ces éléments, couplés aussi à la stratégie de diversification engagée par la foncière, permet de porter la valorisation globale du portefeuille à 6,1 milliards de dirhams en 2021. C'est 1 milliard de plus comparé à l'année précédente. Alors, expliqué notamment effectivement par l'acquisition de l'OPCI Cléopierre, mais c'est également une croissance issue d'une croissance de la juste valeur des actifs opérationnels. Alors, et cette évolution du portefeuille et de sa diversification a été portée aussi par sa croissance. Alors, avec des efforts de développement et d'investissement, la taille du portefeuille a été multipliée par 4 depuis 2015. Pour rappel, la fusion des deux véhicules VLV Petra en 2016 a permis de lancer le chantier d'acquisition et de développement des actifs. Il en résulte en 2020 l'acquisition d'une unité industrielle, en 2019 pardon, l'acquisition d'une unité industrielle pour 35 000 m², la livraison et l'ouverture de 6 actifs CELA, donc c'est les retail parks et les retail plaza entre 2019 et 2020 pour un total de 84 000 m² de GLA. Puis en 2021, l'acquisition de l'OPCI Cléopierre pour 28 000 m². Les perspectives de croissance sont toujours au rendez-vous, notamment par le développement, comme tu l'as mentionné, des bureaux Prism et la livraison des cliniques d'Agdita Limo, qui a déjà été amorcée d'ailleurs en 2021. Alors, finalement, 2021 aura connu une croissance de 10% de la GLA par rapport à 2020, comme expliqué précédemment. Donc on passe à 382 000 m² versus 346 000 m² l'année précédente. Alors, rappelez-vous, et Hortense en a déjà parlé un peu, en 2021, nous sommes toujours dans un contexte sanitaire marqué par des restrictions, plus allégées certes par rapport à l'année précédente, mais qui touchent et les horaires d'ouverture et les déplacements intervilles. Nous avons aussi une campagne de vaccination combinée avec des protocoles sanitaires mis en place dans les actifs et l'introduction du pass vaccinal. En définitive, le niveau de fréquentation, donc à périmètre constant, a atteint 85% de son niveau pré-Covid, avant crise, et s'établit aujourd'hui à 87% si l'on zoome sur les malls et les galeries. Un chiffre peut-être, Hortense aussi, qui n'apparaît pas dans la slide, mais avec les nouvelles ouvertures et sur la totalité du portefeuille d'Aradé Capital, nous avons aujourd'hui un nombre de visiteurs total de 40 millions en 2021. Finalement, et peut-être rapidement pour finir, 2021 nous a permis de consolider aussi les liens avec nos principaux partenaires historiques, mais aussi d'en créer de nouveaux à l'image de l'OPCI de BMCI. C'est donc 27 000 m² de GLA qui ont été commercialisés cette année, consolidant donc le taux d'occupation, comme expliqué précédemment, à un global de 97%. Je te laisse peut-être, Naoufel, reprendre la main et parler des deux transactions majeures. Oui, très rapidement. Je pense que la première, on en a parlé avant, donc je vais juste rapidement passer la slide, mais il s'agit de 28 000 m² GLA au total dans une diversification assez, on va dire, représentative du portefeuille de la banque sur le royaume. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on nous a beaucoup posé la question de la croissance au PCI versus la croissance hors au PCI. Je profite de cette slide pour en parler. Pas toutes les transactions que nous regardons d'un point de vue fiscal sont adaptées aux véhicules au PCI. C'est la raison pour laquelle nous avons une partie de notre croissance qui se fait sur le cadre au PCI, mais une bonne partie de la croissance restera en dehors du cadre au PCI. On est très, très pointu lorsqu'il s'agit du choix de portage, de est-ce qu'on travaille avec le mécanisme ou pas. Donc là, pour cette opportunité, c'était adapté. Et pour rebondir sur la deuxième, par exemple, la transaction avec nos partenaires d'Agdital n'était pas forcément adaptée pour le cadre OPCI, mais ce partenariat est extrêmement important pour nous dans le sens où il démarre, bien entendu, dans le secteur de la santé qui
encore une fois, je fais un petit recul en arrière parce que très souvent on me dit on me pose la question de quels sont les secteurs stratégiques pour nous versus les secteurs, on va dire, opportunistes. La santé, clairement, fait partie de la première catégorie parce que les fondamentaux économiques de ce secteur sont très similaires aux fondamentaux économiques du commerce. Même chose avec d'autres classes d'actifs telles que l'éducation. C'est des services intrinsèques et importants à la zone de chalandise qui existe déjà. Donc, notre manière de travailler est très simple, c'est qu'autour de nos actifs, on va regarder le nombre de foyers et d'habitants et on va regarder les besoins de ces foyers et de ces habitants. La santé comme le commerce font partie de ces besoins, c'est quelque chose qui a les mêmes fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on qualifie au niveau de l'équipe et même au niveau de notre conseil ce segment-là comme étant stratégique pour nous et qui rentre dans ces mêmes fondamentaux économiques. Donc, un programme identifié qui largement va très avancer dans soit les constructions, dans une unité déjà opérationnelle, quelques unités de plus en discussion, mais encore une fois, je tiens à rappeler que c'est un démarrage, c'est un partenariat qui pour nous est un début et l'objet de ce partenariat n'est pas juste ce portefeuille. À titre de rappel, 100 000 m² GLA représente un peu plus que 25% de notre GLA actuel. Donc là, c'est juste pour le mettre en perspective. Bien entendu, notre participation à 51% veut dire qu'économiquement, on récolte le fruit et le résultat de 51% de la foncière. Dernier peut-être petit mot que je dirais sur l'immeuble de bureau. C'était pour nous, je ne dirais pas un test, peut-être le test n'est pas le terme approprié, mais c'était pour nous le démarrage de la compréhension et du travail que nous devrions faire dans l'energy efficiency. Donc, que ce soit en termes de energy saving ou en termes de water saving ou bien la qualité des matériaux en termes de réduction de CO2, c'était la première on va dire aventure pour les équipes de R&D Capital pour bien comprendre ce que cela veut dire de certifier un nouveau bâtiment. Et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle on a voulu le faire sur un actif à taille maîtrisée. C'est un actif de 7000 m², donc c'était plus simple pour nous de faire cette étude, d'aller jusqu'au bout de la certification, de bien comprendre, absorber le know-how dans cette certification. Tout ça, je pense, j'en ai parlé tout à l'heure, mais très brièvement, tout ça rentre dans le travail que nous sommes et la préparation que nous sommes en train de faire par rapport à notre stratégie globale de INS. Notre stratégie environnementale et sociale repose d'abord sur des éléments concrets que nous faisons sur l'exemple de Prism ou bien que nous avons fait sur le côté social avec d'autres initiatives, mais surtout d'une compréhension et de mise en place d'une stratégie et d'une gouvernance qui l'accompagne. À titre d'exemple, cette année, le conseil d'administration a créé un nouveau comité de sustainability qui a été créé. Au sein de l'entreprise, le management a créé un cluster qui aussi s'occupe de Environmental and Social Matters et qui, lui, fait le suivi des initiatives et leur intégration dans la gouvernance. On a identifié 5 axes majeurs sur lesquels on travaille, que ce soit le management du capital humain, que ce soit l'éthique et gouvernance, les relations clients, le développement économique local et le management environnemental. C'est un peu les 5 piliers que nous avons identifiés pour cette stratégie INS. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous donner un peu plus de détails en parlant de Prism qui en fait un petit peu partie. Et je pense que c'est le moment de passer aux résultats financiers, comme ça on peut dérouler sur les Q&A après. Donc je passe la parole à Hakim Benzakour. Merci Noufel. Donc nos résultats en 2001 ont affiché une performance qui était supérieure à son niveau en 2020 et à ce qu'elle était en 2019 avant la crise du Covid. Donc les principaux indicateurs financiers s'affichent tous, je dirais, dans le vert, puisque nous avons un chiffre d'affaires qui est à 421 millions de dirhams,
ressort en progression de 55% par rapport à 2020 et 46% par rapport à 2019. Un net operating income, le NOI, s'établit à 313 millions de dirhams. Là aussi, une croissance soutenue de 46% par rapport à 2020 et 32% par rapport à 2019. Et un FFO, Funds from Operations, qui est l'indicateur financier clé que nous suivons, qui s'établit à 204 millions de dirhams, en progression de 55% par rapport à 2020 et 31% par rapport à 2019. Alors, lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration d'Aradé Capital proposera un dividende de 194 millions de dirhams, ce qui représente 18,2 dirhams par action et un taux de distribution du FFO équivalent à 95%, ce qui l'inscrit dans la fourchette observée au cours des 4 dernières années. Alors, plus en détail concernant la composition du résultat 2021, nous avons un chiffre d'affaires qui s'établit en progression de 150 millions de dirhams, soit une progression de 55%. Et effectivement, comme l'a précisé Hortense, près de 60% de cette progression, soit 86 millions de dirhams, provient d'une part de l'acquisition des parts de l'OPCI Cléopierre, des ouvertures de deux actifs commerciaux, Sela Park Temara et Sela Park Agadir, à la fin de l'année 2020, septembre et octobre 2020 respectivement, et enfin à l'extension de la belle galerie de Rabat qui a été opérée en 2021. Nous avons par ailleurs 40% de cette progression, soit 64 millions de dirhams, qui provient du périmètre constant et qui là est lié d'une part au fait que l'année 2020 avait été impactée par la fermeture des commerces non essentiels et donc vous vous souvenez donc que nous avions apporté un support significatif donc à nos locataires qui avaient été affectés notamment par les 3 mois de fermeture administrative. Mais par ailleurs, l'effort de commercialisation enregistré au cours des 2 dernières années, les différentes indexations de loyers, les loyers progressifs, tout l'effort qui a été mené par la foncière pour améliorer ses sources de revenus, le specialty leasing, ont contribué également à cette amélioration de chiffre d'affaires de 64 millions de dirhams. Pour ce qui concerne les charges d'exploitation, elles s'affichent en progression de 51 millions de dirhams. Alors, le niveau de charge de 2021 revient à un niveau normatif et qui reflète les besoins et les ressources opérationnelles compte tenu du nouveau périmètre. Donc, nous avons un certain nombre d'actifs en plus dans notre périmètre. Vous vous souvenez également qu'en 2020, nous avions réalisé quelques économies durant les 3 mois de fermeture et donc nous revenons à un niveau normatif de dépenses. Et par ailleurs, ces charges enregistrent l'impact de la commission de surperformance qui a été versée à la société de gestion dans la mesure où Aradé Capital a dépassé l'ensemble de ses objectifs de FFO notamment, et donc dans le cadre du mandat de gestion qu'il y a Aradé Capital à sa société de gestion, cette commission de surperformance a été versée à la société Reim Partners. Alors, pour ce qui concerne la structure financière, donc, qui fait ressortir notamment un ratio de loan to value de 36%, donc qui est un ratio qui est en dessous des covenants internes de financement d'Aradé Capital et également en dessous des benchmarks des foncières au niveau international. Les principaux éléments du résultat sont les suivants. Donc on a une trésorerie qui a été impactée par 3 éléments majeurs. D'une part, les dépenses d'investissement s'établissent à 687 millions de dirhams, dont la plus grosse partie, 557 millions, pour l'acquisition des titres de l'OPCI Cléopierre. Vous avez un paiement de dividendes au titre de 2020 qui ont été versés en 2021 pour 132 millions de dirhams. Et enfin, l'effet net du financement pour un impact de 565 millions de dirhams. Les immeubles de placement s'affichent en progression de 950 millions de dirhams,
en raison notamment de l'impact de l'intégration dans nos actifs des 103 agences BMCI qui sont dans le portefeuille de Cléopierre et du fait de l'appréciation à la juste valeur des actifs du portefeuille qui contribuent pour 213 millions de dirhams. Enfin, sur le volet financement, la hausse des dettes financières résulte principalement de deux opérations. D'une part, l'émission obligataire de 500 millions de dirhams qui avait été réalisée en novembre 2021 par placement privé. Et enfin, les 300 millions de dirhams d'emprunt qui ont été sollicités pour l'acquisition des titres de Cléopierre. Alors, de façon synthétique, l'évolution du FFO entre 2020 et 2021, donc le FFO progresse de 72 millions de dirhams entre les deux exercices, une progression de 55%, qui est essentiellement soutenue par la croissance du chiffre d'affaires, 60% nouveau périmètre, 40% périmètre constant. Donc, cette amélioration du chiffre d'affaires est partiellement compensée par, d'une part, l'augmentation des charges d'exploitation et par ailleurs le coût de l'endettement et la variation de l'impôt qui résulte de cette progression du résultat courant. Donc, globalement, une croissance qui est en ligne avec l'augmentation de notre chiffre d'affaires et qui est en amélioration par rapport à la performance qui avait été annoncée lors de l'IPO à la fin de l'année 2020. Alors, sur les trois indicateurs financiers suivants, nous avons une progression substantielle par rapport à ce que nous avions annoncé au marché en novembre-décembre 2020. Un chiffre d'affaires à 421 millions qui est en progression de 23% par rapport à ce qui avait été annoncé au marché. Alors, l'essentiel de cette amélioration provient de l'opération Cléopierre qui était au moment de l'introduction en bourse encore en gestation, en discussion, mais également sur le reste des paramètres opérationnels, une évolution beaucoup plus intéressante, beaucoup plus satisfaisante par rapport à ce que nous avions anticipé dans un contexte également où nous avions, dans le cadre de cette introduction en bourse, été prudents sur les perspectives de la société. Vous vous souvenez peut-être qu'on était encore en plein dans un contexte Covid marqué par beaucoup d'incertitudes. Le NOI ressort à 313 millions de dirhams en progression de 20% et le FFO à 204 millions de dirhams, progression de 35% par rapport aux 151 millions de dirhams que nous avions annoncés. Très bien. Merci Hakim. Peut-être passer la parole à Hortense pour parler un peu de la valorisation. Oui. Donc, en effet, le portefeuille d'actifs atteint 6 milliards de dirhams à fin d'année 2021. Donc, rappelons que les actifs opérationnels sont évalués par un évaluateur indépendant, Colliers, et Cléopierre est évalué 2 fois par an par DEXA et Caprealty. Donc, on a donc une progression de 1 milliard de dirhams qui s'explique par deux éléments principaux. D'abord les nouveaux investissements, donc Cléopierre plus les CAPEX qui ont été engagés sur les actifs dont Prism, qui contribuent à hauteur de plus de 700 millions de dirhams de cette progression. Et ensuite, c'est la revalorisation à la juste valeur des actifs opérationnels qui s'élève à 213 millions de dirhams. Et donc ça, c'est vraiment, cela reflète l'attractivité des sites de Haradeh Capital, puisque les hypothèses reprises par les évaluateurs démontrent que le recouvrement, le taux d'occupation, la perte sur charge se sont améliorés, ce qui a permis de revaloriser les actifs opérationnels. Donc, il en ressort un taux de rendement de 8,59% contre 8,70% en 2020, soit une compression de 20 points de base du taux de yield. Alors, sachant que Cléopierre y contribue fortement de par la spécificité de cette transaction, puisque c'est un OPCI avec la majorité des contrats de bail qui sont sur une durée de 10 ans ferme, des localisations premium sur Casablanca et Rabat, et bien sûr un locataire de renom. Voilà. Merci Hortense, merci Hakim. Peut-être juste dire un petit mot sur l'endettement, mais très rapidement. Parce que souvent on nous pose la question du financement de la croissance et de comment est-ce que nous sommes capables de le faire et est-ce qu'on a recours à de la dette ou à des fonds propres supplémentaires. Je pense que
Cette slide représente un petit benchmark entre notre niveau d'endettement autour de 36% versus quelques foncières dans des marchés matures. La raison pour laquelle j'insiste aussi sur cette partie, on va dire, foncière en marché mature, parce que c'est des foncières qui n'ont pas forcément un taux de croissance élevé. C'est des marchés qui ont atteint un niveau de croisière, alors que nous sommes encore en pleine croissance. Donc, naturellement, la progression de nos, on va dire, taux d'endettement sont maîtrisés par rapport à la couverture, mais bien entendu aussi par rapport à un pipeline et la capacité de pouvoir continuellement investir et ne pas dépendre forcément des augmentations de capital. Le prochain peut-être point, je pense que Hakim en a aussi parlé, c'est que la proposition du conseil d'administration à l'Assemblée générale est de procéder à une distribution de 95% du FFO cette année. Je pense que c'est en ligne avec globalement les 3 dernières années de notre stratégie de distribution. À titre de rappel, de toutes les façons, en termes d'engagement de la société, nous sommes entre 85% et 100%. Donc l'arbitrage se fait très minutieusement entre ces deux chiffres, mais compte tenu du feedback, on va dire, du marché, mais aussi de notre capacité d'endettement qui est encore là, et donc notre capacité à subvenir aux besoins ou financer notre croissance sans devoir réinvestir, c'est ce qui nous pousse à pousser notre LTV un peu plus, notre taux de distribution plutôt vers les 100% que les 85%. Voilà, je pense qu'on peut passer à une partie un peu conclusion et perspective et peut-être ouvrir le floor à des questions. Si on devait résumer l'année 2021 et si on devait mettre de côté un peu les difficultés opérationnelles, les difficultés de gestion en pleine pandémie, même si réellement on ne peut pas les ignorer, mais l'année a eu une dynamique commerciale assez importante, que ce soit en termes de commercialisation ou bien que ce soit en termes d'ouverture de sites. Je pense que ce que nous n'avons pas affiché, mais qui est aussi un chiffre que je trouve intéressant, c'est que nous avons procédé à l'ouverture de 110 magasins pendant l'année 2021. Donc tout ça aussi pour confirmer que la dynamique commerciale n'est pas juste une dynamique sur papier, c'est une dynamique sur réalisation aussi sur le terrain. C'est 110 magasins d'ouverts en 2021. Un pipeline assez solide, identifié, financé et avec pour une partie des partenaires solides. Donc là aussi, croissance de la foncière qui continue sur le même trend que nous avions avant. Donc 4 cliniques en cours de développement, une déjà livrée. Donc les 4 sont pour livraison en 2022. Donc Tanger, Safi, Salé et Agadir. Une réserve foncière activable qui est assez importante. Et là, ce qui est plus important à noter que la réserve foncière, c'est les emplacements de cette réserve foncière. Cette réserve foncière, en grande partie sur Casablanca et sur des zones matures. Donc, ce n'est pas une réserve foncière où on va attendre longtemps pour activer les réalisations dessus. Je pense que ça vous donne quelques perspectives, mais si on prend par exemple le terrain de Sidi Marouf ou bien entre Sidi Marouf et Bouskoura que nous détenons, c'est des nodes ou bien c'est des points très, très importants de densification qui sont déjà existantes, mais aussi qui ont des capacités de développement assez importantes. On parle de minimum 70 000 m² supplémentaires de GLA qui peut subvenir du site, par exemple, de Bouskoura seulement. 70 000 m² rajoutés aux 100 000 m² qui sont en cours de réalisation, par exemple, ça vous donne une idée, c'est 170 000 m². C'est presque la moitié du portefeuille actuel qui peut rapidement se transformer en GLA supplémentaire. Donc, cette croissance est assez, on va dire, présente dans notre mode de fonctionnement et dans comment on travaille. Et dernier élément peut-être à noter, c'est
notre engagement INS et notre capacité à mettre en place une gouvernance adaptée pour ça. Au-delà des initiatives environnementales et sociales, ce qui a été le plus important dans notre travail, c'est de mettre en place la gouvernance qui l'accompagne. Voilà, je pense que cela résume et c'est la fin des éléments que nous avions à présenter. Je vais me tourner peut-être à la régie pour voir si nous avons reçu des questions ou bien si peut-être démarrer par un petit break de quelques secondes, le temps de voir si les questions... Non, pas de break. Très bien. Non, on me dit que peut-être on va nous donner un petit break, oui, s'il vous plaît, ça serait bien, quelques secondes de break, le temps de voir. Vous annoncez de bons résultats en 2021 alors que la crise sanitaire continue à impacter le pays. Comment expliquez-vous ce rebondissement? Je pense, je vais la prendre rapidement, mais on en a parlé avant. 2021, bien entendu, année difficile, mais peut-être pas aussi difficile que l'année 2020. Grâce à la campagne de vaccination et grâce à toutes les évolutions qu'on a vues dans le pays. Donc, bien entendu, on a bénéficié de ça. Le deuxième élément qui est peut-être le plus important, c'est que tout le pipeline de développement et de production qui était préparé en 2019 et 2020 et qui a vu le jour fin 2020 et donné ses impacts sur 2021 a aidé à ce rebondissement du chiffre d'affaires, comme l'a expliqué Hakim tout à l'heure. Peut-être la question qui en découle et qui est un peu plus difficile pour y répondre, c'est quelle est l'estimation de l'impact toujours présent dans notre chiffre d'affaires de la pandémie. Extrêmement difficile de répondre à ça parce que justement on a un taux de recouvrement qui est assez important, mais en regardant un peu les efforts et les discussions avec nos partenaires, il y a peut-être entre 5 et 10% du chiffre d'affaires qui est impacté par on va dire le poids de la pandémie toujours en 2021. Et donc en dehors de la pandémie, on aurait eu peut-être actifs existants ou bien ISO périmètre 5 ou 10% de plus de chiffre d'affaires. C'est la relation footfall loyer n'est pas une relation linéaire ou bien exacte parce qu'on parle de contrat de location et de baux versus une fréquentation sur site. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas automatique de dire parce qu'on est à 85% de footfall qu'on devrait être à 85% de chiffre d'affaires. Passe à la prochaine question. Comment voyez-vous l'évolution de l'activité sur le début de l'année 2022? Omar, peut-être un petit mot sur les fréquentations et comment on voit le début d'année? Alors, effectivement, si on se met à comparer par exemple par rapport à 2021 ou 2020, qui sont des années donc perturbées, donc la reprise de la fréquentation des centres commerciaux est en bonne voie. Donc on a un taux de fréquentation qui avoisine toujours les 80, 85 à 90% en fonction de la catégorie des actifs. Il y a une très bonne période qui a été portée aussi par les vacances scolaires. Dans la totalité de nos actifs, donc, qui est venu à la fin donc, de la totalité des restrictions, l'ouverture des frontières, etc. Donc, en tout cas, un bon début d'année à ce stade et les perspectives sont relativement meilleures que celles de l'année précédente. OK. Prochaine question. Quelle est votre lecture sur la réaction de la bourse à vos investissements et résultats depuis votre cotation? Je vais me permettre de réagir rapidement. Notre objectif en tant que management étant toujours un peu lié à nos réalisations. Et donc en tant que management, on se focalise sur les résultats plus que sur
la réaction de la bourse. Cela dit, d'un point de vue jeune entreprise qui intègre la bourse de Casablanca, je pense qu'un des challenges de notre marché est la liquidité et le volume. Et donc ça, pour nous, c'était quelque chose où on était ravis de voir la réaction de marché quand on compare les volumes de transactions que nous avons eus comparés à la moyenne des volumes du marché, que ce soit pour l'année 2021 ou bien que ce soit pour le début d'année 2022. Nous étions ravis de voir ça. Pour nous, c'est un témoignage du fait que le marché comprenne un peu mieux notre positionnement, comprenne un peu mieux notre corrélation risque avec le marché en général et je pense que nos résultats consolident et réconfortent cette position, de dire que voilà, notre positionnement est un peu defensive dans des moments de crise comme on est en train de le voir. Et je reviens à cette histoire de volume parce qu'elle est liée un peu au prix. Le prix de l'action, on est bien sûr en tant que management, encore une fois, on ne peut que se prononcer à travers nos résultats, mais on pense que le marché a bien réagi à nos investissements et nos annonces, mais surtout qu'il nous a récompensés pour la continuité de cet effort. Cela dit, comme vous le savez très bien, l'analyse de marché ne se fait pas à travers une lecture pure du résultat d'une société. Il se fait par rapport à une conjoncture macro, une conjoncture micro, une offre et une demande. Encore une fois, là où nous sommes ravis, c'est de voir autant d'activités et autant de volume sur l'action. C'était l'objectif que nous avions, on va dire, pour la première année et nous sommes contents de voir ça. Pourquoi investir dans Arradé Capital et quelle est la rentabilité attendue? Difficile de répondre à cette question parce que, encore une fois, la rentabilité est un élément qui est plus, on va dire, un jugement de l'investisseur lui-même quand il investit dans l'action. Peut-être que je vais me permettre de tourner la question un peu. Et si on peut juste peut-être avoir l'identité des personnes qui nous envoient des questions, parce que c'est dommage, il faut reconnaître, si on peut aussi demander à ce qu'on rajoute. Leur nom oui, et leur, voilà, à ce qu'on rajoute. S'ils veulent, bien entendu, on répondra quand même, mais si on peut avoir aussi qui nous envoie les questions, parce que je sais que dans l'audience, nous avons une partie des analystes, une partie des journalistes, et parfois comprendre d'où vient la question nous permettrait d'aller au niveau de détail qu'il faut. Peut-être tourner un peu la question pour dire quelle est l'estimation de la progression de notre résultat et du FFO sur les prochaines années. Là, pour moi, c'est notre focus. Le focus, c'est la croissance du FFO. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une infrastructure importante, que ce soit de sourcing de transactions, que ce soit de développement, que ce soit de property management. Le focus que nous avons est sur la croissance du FFO, qui peut ou ne pas représenter la totale de la rentabilité, puisque le total de la rentabilité vient aussi de la croissance du prix de l'action ou pas. Il est opportun de comparer le FFO par action en 2021 au FFO par action en 2019, où nous étions autour de 16 dirhams de mémoire l'action et nous sommes autour de 19 dirhams l'action aujourd'hui. Et tout ce que je peux dire dans les perspectives futures, je viens de citer une simple transaction sur la santé qui a à peu près 100 000 m² GLA supplémentaires, un seul site que nous comptons développer sur Casablanca qui a à peu près 70 000 m² GLA supplémentaires. Donc de là, vous pouvez voir un peu où est-ce qu'on se projette en termes de croissance sur le FFO, sachant que le marché en général nous rémunère toujours autour on est entre 9 et 11% sur les opérations de développement en général en termes de return on invested capital, c'est-à-dire vraiment le yield opération. Comment estimer la croissance des charges? Je peux vous dire que nos charges arrivent à un moment aujourd'hui où on est sur un niveau d'EBITDA qu'on estime stable et qu'on estime mature. On ne voit pas de progression majeure ou bien de différence majeure. Il y a certains sites peut-être qui, d'un point de vue ressources humaines et tout, il y aura des petits ajustements, mais il n'y aura pas de révélation majeure à mon sens. Bien entendu, il y a un contexte
géopolitiques, macroéconomiques qui arrivent et peut-être qu'on peut parler un peu de ça. Je pense qu'il y aura des questions aussi sur ça, mais sinon j'en dirai quelques mots. Mais ce contexte-là est à prendre en compte aussi dans ces estimations. Après, si on avait fait un petit calcul d'un actionnaire qui a souscrit à l'IPO à 400 dirhams, donc avec les dividendes qu'il a reçus, là on a un dividende yield de 4,5%. Et si on prend en compte aussi la croissance du cours de l'action par rapport aux 400 dirhams d'introduction en bourse, et là un cours stabilisé autour de 450 dirhams, on est à un taux de rendement IRR de 12,5% pour cet actionnaire. Par exemple, c'est la théorie. C'est la théorie, mais voilà, nous on se focalise sur stabiliser notre FFO et surtout ce que le marché va faire en jugeant la qualité de notre rentabilité, notre rendement, c'est aussi stabiliser notre multiple. Et donc là, je pense qu'il y a encore de la croissance attendue à ce niveau. La transaction avec Actital et BFO dans la stratégie de RAD ou plutôt dans une stratégie opportuniste, je vais répondre très rapidement. Je pense que je l'ai dit pendant la présentation. Pour nous, c'est stratégique, c'est core en termes de positionnement et ça a des fondamentaux similaires à d'autres métiers que nous pratiquons très bien, tels que le retail. Donc non, c'est plutôt stratégique. Mais bien entendu, il y a toujours un aspect opportuniste parce qu'on peut avoir toutes les stratégies du monde. Si on n'arrive pas à trouver les bons partenaires pour réaliser nos stratégies, c'est un handicap. Donc, c'était volontariste et stratégique de notre part, mais nous étions ravis aussi de trouver les bons partenaires pour le faire. Prochaine question. LTV de 36% en 2021 contre 31%. Ratio d'endettement modéré par rapport au benchmark. Prévoyez-vous plus de levée de dette sur les années à venir et quel serait votre taux de LTV optimal? C'est vrai que c'est une question qu'on reçoit souvent. Le taux d'endettement optimal pour nous se situe entre 40 et 45%. Cela dit, la dette n'est pas un objectif en elle-même et le taux de LTV n'est pas un objectif en lui-même. L'objectif, c'est la croissance et la croissance maîtrisée. Et donc, dans le cas de la croissance maîtrisée, on verra si notre taux d'endettement bougera ou pas en fonction des besoins. Mais l'optimal, c'est vrai qu'on est un peu en dessous d'optimal. L'optimal est entre 40 et 45%. Les engagements ESG, c'est vrai que j'ai cité tout à l'heure les 5 axes majeurs sur lesquels l'étude a été finalisée. Le Conseil vient de nommer le comité, donc il y aura plus de communication sur les engagements très rapidement. Si on peut redemander si possible qu'il peut avoir les noms des... Oui, parce que franchement j'aimerais qu'on dise d'où viennent les questions. Comment expliquez-vous la baisse de la marge d'EBITDA et l'augmentation des charges d'exploitation? Là aussi, je pense que Hakim, tu en as touché un mot. Oui. Peut-être rapidement, je vais te prendre la parole et si tu veux me corriger, mais très rapidement, il y a des sites qui ont été rajoutés. Donc, il y a forcément des charges d'exploitation supplémentaires qui ont été rajoutées au site. Il y a une partie commission de surperformance de la société de gestion qui n'était pas prévue, enfin qui n'existait pas dans le mandat en 2020 et donc le mandat ne la prévoit qu'à partir de 2021. Et donc ces deux éléments expliquent les charges d'exploitation et leur niveau et le niveau d'EBITDA. À terme, combien pourrait représenter le secteur de la santé dans votre GLA total? J'ai donné un chiffre tout à l'heure en termes de GLA, les 100 000 m², mais je rappelle encore une fois que c'est une JV consolidée, donc c'est 25%, on va dire à peu près de notre taille actuelle, mais ça représentera 20% s'il est rajouté à 400 000. Et ce que vous regardez en plus, et sur la santé, encore une fois, nous avons annoncé ce qui est annonçable. C'est de la même manière que nous travaillons sur tous les autres secteurs, c'est que nous n'annonçons des choses que quand elles sont probables, claires et qu'on y va. Donc il y a forcément des choses qui ne sont pas annoncées sur lesquelles on est en train de travailler qui peuvent changer ce chiffre. Je pense que d'un point de vue secteur, quand on voit, on a fait un petit pas dans l'industrie, on a fait maintenant un petit pas dans les bureaux, on a fait un moyen pas dans la santé, on a un grand pas dans le retail.
Est-ce que l'éducation demain serait un des secteurs potentiellement? Est-ce que continuer dans la santé? Oui, bien entendu. Est-ce que plus d'industriels potentiellement? Encore une fois, le secteur d'activité dépend de la santé et activité de ces secteurs eux-mêmes. Nous sommes un accompagnateur de financement de ces secteurs. Et donc, s'il y a une activité importante sur le secteur industriel et qu'il va falloir déployer de l'investissement dessus parce que les taux de rentabilité seront adéquats, bien sûr que nous allons le faire. S'il y a une demande supplémentaire en bureau, nous allons le faire. C'est pour ça que globalement, même si on a quelques secteurs stratégiques et d'autres secteurs plus opportunistes, globalement, on dépend aussi de la santé de ces secteurs-là et leur évolution dans le futur. L'inflation des matières premières liées au BTP a-t-elle un impact sur vos projets en développement? Omar ou Driss, peut-être, tu voudrais en toucher un petit mot? Oui, merci. C'est Naoufel. Effectivement, on suit de près l'évolution des cours des matières premières. Ce qu'on peut dire, c'est que nos projets actuels en cours de développement ne sont pas impactés, c'est-à-dire les projets qui sont en cours de construction. Et nous suivons de près pour les projets qu'on va lancer au courant de l'année pour optimiser au mieux cet impact-là. Mais il est clair que, comme tous les acteurs de l'immobilier, nous serons impactés par la croissance des prix des matières premières, que ce soit dans le fer à béton, le ciment ou encore dans tout ce qui est aménagement, et nous suivons de près. Voilà. Merci. Prochaine question. Le calendrier des ouvertures des cliniques dans votre partenariat avec Aquital, juste pour rappel, nous sommes investisseurs dans les murs et pas dans l'exploitation des cliniques. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas se prononcer sur les ouvertures ou bien le démarrage de l'exploitation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les 4 sites en cours de réalisation seront livrés aux preneurs pendant l'année 2022. Et donc, après livraison de la coque, bien entendu, il y a l'aménagement preneur, il y a les préparations du preneur pour l'ouverture et de l'expérience qu'on a vue de ce groupe qui a déployé et ouvert plusieurs unités, ça ne lui prend pas des années pour les ouvrir post-livraison. Donc, je peux vous dire que c'est une équipe qui est extrêmement rodée et capable de faire des ouvertures en quelques mois seulement et vraiment avec une rapidité extraordinaire post-livraison de l'aspect pur immobilier. Très bien. On m'annonce qu'il n'y a plus de questions, donc fin des questions. Je tiens encore une fois à vous remercier. Vous rappelez aussi que investorrelations@reempartners est un mail qui est actif. Si vous avez d'autres questions, des éléments qui n'étaient pas clairs ou bien des clarifications dont vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter dessus. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci messieurs, dames. Merci à vous.